les véritables frontières historiques du Maroc. Ce que révèlent les cartes anciennes miniatures, une vieille carte du Maghreb avec une frontière qui évolue au fil des siècles. Accompagné du texte. Prenez une carte du Maroc. Maintenant, prenez-en une datant du XVIe siècle, puis une autre du XIIe, puis une carte romaine. Vous découvrirez une chose surprenante. Le Maroc n'a jamais eu les mêmes frontières. En réalité, pendant la plus grande partie de son histoire, le concept même de frontière n'existait pas comme nous le comprenons aujourd'hui. Pas de ligne tracée au mètre près, pas de bornes, pas de GPS. À la place, il existait des zones d'influence, des tribus alliées, des territoires directement administrés et d'autres simplement fidèles au sultan. Alors, jusqu'où allait réellement le Maroc? Pourquoi les cartes anciennes racontent-elles des histoires si différentes? Et surtout, pourquoi ce sujet provoque-t-il encore autant de débats aujourd'hui? Pour répondre à cette question, il faut oublier notre manière moderne de voir les frontières. Aujourd'hui, chaque État possède des frontières définies par des traités internationaux. Mais pendant des siècles, ce n'était pas le cas, en Europe comme en Afrique. Le pouvoir s'exerçait principalement sur les populations, plutôt que sur des lignes géographiques. Un roi pouvait contrôler une ville, sans contrôler complètement les campagnes autour. Une tribu pouvait reconnaître l'autorité d'un souverain, puis changer d'alliance quelques années plus tard. Le Maroc ne faisait pas exception. Il existait plusieurs niveaux d'autorité. Le premier était constitué des grandes villes impériales, Fès, Marrakech, Meknès, Rabat. L'autorité du sultan y était directe. Autour se trouvaient des régions où les gouverneurs administraient le territoire au nom du souverain. Puis venaient les tribus qui reconnaissaient le sultan tout en conservant une large autonomie. Enfin, plus loin encore, existaient des espaces où l'influence marocaine variait selon les époques. Il est donc impossible de résumer l'histoire du Maroc à une seule carte. Le premier État durable apparaît avec les Idrissides, à la fin du 8e siècle. Idriss Ier fonde une nouvelle dynastie. Son fils Idriss II développe Fès. Le pouvoir reste principalement concentré dans le nord du pays. Le royaume est encore modeste, mais une nouveauté apparaît. Pour la première fois, un pouvoir local indépendant gouverne durablement le territoire. C'est l'une des bases de l'État marocain. Tout change avec les Almoravides. Partis du Sahara occidental et du sud marocain, ils bâtissent un immense empire. Leur capitale est Marrakech. Ils contrôlent le Maroc, une grande partie de l'Algérie actuelle, la Mauritanie, le Sahara occidental et surtout une grande partie de l'Espagne musulmane. Pour la première fois, Marrakech gouverne un territoire qui s'étend sur plusieurs milliers de kilomètres. Mais attention, même à cette époque, toutes les régions ne sont pas administrées de la même façon. Certaines villes accueillent des gouverneurs permanents. D'autres restent liées par des alliances politiques ou religieuses. Au XIIe siècle, les Almohades construisent l'un des plus grands États du monde méditerranéen. Depuis Marrakech, ils dirigent le Maroc, une grande partie de l'Algérie, la Tunisie, la Libye occidentale et Al-Andalus. C'est probablement le moment où l'influence politique du Maroc est la plus vaste. Mais cet empire reste fragile. Les distances sont immenses, les communications lentes, les révoltes nombreuses. Après la défaite de Las Navas de Tolosa en 1212, l'empire commence à se fragmenter. En quelques décennies, plusieurs provinces prennent leur indépendance. Une leçon se dégage. Les empires médiévaux sont rarement permanents. Au XVIe siècle, les Saadiens prennent le pouvoir. Après leur victoire lors de la bataille des Trois Rois, ils renforcent leur prestige. Mais leur ambition va plus loin. Ils regardent vers le sud. En 1591, une expédition dirigée par Judar Pacha traverse le Sahara. Les troupes marocaines prennent Tombouctou et Gao, alors intégrées à l'empire Songhai. Cette campagne ouvre au Maroc l'accès aux grandes routes commerciales transsahariennes. Cependant, contrôler durablement un territoire aussi vaste reste extrêmement difficile. Les garnisons sont éloignées, les communications prennent des semaines. L'autorité du sultan dépend souvent de la fidélité des chefs locaux. Là encore, il faut distinguer occupation militaire, administration quotidienne
et influence politique. Avec la dynastie alaouite, toujours au pouvoir aujourd'hui, le royaume reconquiert progressivement une stabilité. Les sultans renforcent leur autorité. Ils parcourent régulièrement le pays lors des marhalas, de grandes expéditions destinées à lever l'impôt, rendre la justice et réaffirmer leur pouvoir. Dans les régions sahariennes, le lien entre le souverain et les tribus passe souvent par la baya, le serment d'allégeance. Cette pratique est essentielle pour comprendre l'époque. Pour les sociétés de ce temps, la fidélité au souverain compte souvent davantage que le contrôle continu d'une ligne sur une carte. C'est pourquoi les historiens distinguent aujourd'hui les territoires administrés directement des espaces où l'autorité s'exerce surtout par des relations d'allégeance. À la fin du XIXe siècle, les puissances européennes changent les règles du jeu. La conférence de Berlin de 1884-1885 accélère le partage colonial de l'Afrique. Les frontières deviennent progressivement des lignes tracées sur des cartes diplomatiques. Le protectorat français au Maroc et la présence espagnole au nord et au sud fixent ensuite de nouvelles limites administratives. Au XXe siècle, les indépendances héritent largement de ces frontières coloniales. En Afrique, ce principe est confirmé par l'Organisation de l'Unité africaine en 1964, afin d'éviter une remise en cause générale des frontières héritées de la colonisation. C'est pourquoi les frontières actuelles ne correspondent pas nécessairement aux zones d'influence des royaumes médiévaux. Alors, où s'arrêtait réellement le Maroc? La réponse dépend de l'époque. Sous les Idrissides, le royaume est relativement limité. Sous les Almoravides et les Almohades, il devient un vaste empire transcontinental. Sous les Saadiens, son influence s'étend profondément vers le Sahara. Sous les Alaouites, elle évolue au gré des alliances, des campagnes militaires et des rapports de force régionaux. Il n'existe donc pas une seule carte historique du Maroc. Il en existe des dizaines. Comprendre cette histoire exige de distinguer trois notions: les territoires administrés directement, les zones d'influence politique ou religieuse, les frontières internationales modernes. Confondre ces trois réalités conduit souvent à des interprétations simplifiées. Mais une autre question demeure. Un empire immense dominait alors l'Afrique du Nord, l'Empire ottoman. Il contrôlait Alger, Tunis et Tripoli. Pourquoi s'est-il arrêté aux portes du Maroc? Était-ce un choix stratégique, une défaite, ou le royaume marocain représentait-il un obstacle particulier? C'est ce que nous verrons dans le prochain épisode. Pourquoi les Ottomans n'ont jamais conquis le Maroc?